Bonjour, je me présente, Sébastien Desterck, alors chercheur au laboratoire ETIASIC de Compiègne, et je vais vous parler de décision dans l'incertain. Donc je vais tout d'abord commencer par quelques définitions assez courtes, puis j'enchaînerai sur un exemple. Alors, donc qu'est-ce qu'on entend par décision dans l'incertain? Alors on va se placer dans une situation où on va décrire le monde par un ensemble d'états, soit de fini, soit de continu, et par un ensemble d'actions qu'on va pouvoir prendre. Et donc la modélisation habituelle, c'est de décrire pour chaque couple action-état une utilité, donc cette utilité UA de X, elle va nous dire quelle est l'utilité de faire l'action A dans l'état X. Et la décision dans l'incertain va essayer de répondre à la question suivante. Étant donné que l'état du monde est incertain, que je ne sais pas dans quel état du monde je me trouve, comment je vais pouvoir ranger ou ordonner les actions, éventuellement de la meilleure à la pire des actions, et choisir ensuite la meilleure si elle existe. Donc, sous forme mathématique, quelle forme ça va prendre? On va ranger ici, vous voyez, sur les colonnes, l'ensemble des états du monde. Donc ici, on va avoir l'ensemble des états du monde. Sur les lignes, en général, on va ranger l'ensemble des actions possibles. Et la matrice, donc, va être remplie de ces utilités. Alors, quelques exemples comme ça génériques que vous pouvez associer à un problème de décision dans l'incertain. Donc on peut par exemple penser au véhicule autonome où l'ensemble des états du monde, ça va être une grille de cellules qui vont pouvoir avoir l'état occupé et non occupé. Et bien sûr, les capteurs vont nous renvoyer une information incertaine sur cet état d'occupation. Et les actions, ça va pouvoir être comment la voiture va se commander. Si on pense au diagnostic médical, l'état du monde, ça va être l'état du patient, éventuellement sa maladie et son état de sévérité. Et les actions, ça va être soit des tests complémentaires, soit des traitements possibles. Lors d'une détection de menace, ça va être pareil, on va vouloir détecter l'état de la menace. Alors là, j'ai repris la même état que pour le véhicule, et éventuellement une action sur la menace, donc ça va pouvoir faire des actions préventives. Si on pense à la construction d'un pont, on peut penser aux états, ça va être l'état du sol sur lequel on va construire le pont, les conditions de météo, est-ce que c'est une région où on peut avoir des vents très très forts ou pas du tout, et les actions, là ça va plutôt être comment on va pouvoir concevoir le pont, donc que ce soit au niveau des matériaux, au niveau de la structure des poutres, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle la décision sous le risque. Donc là où on ne connaît pratiquement rien de nos états du monde, à part quels sont les états du monde possibles. Donc, il y a une des voies par lesquelles on peut prendre la décision dans l'incertain. Donc de nouveau, là, je vais prendre peut-être un exemple un petit peu plus imagé, mais sur lequel on va partir pour illustrer tous nos concepts. Et mettons qu'on veut par exemple traverser un bras de mer. Et les états du monde auxquels on va s'intéresser, ça va par exemple être les conditions qu'on va avoir en mer. Donc ces conditions, elles vont être incertaines, elles vont bien sûr dépendre des sources d'informations qu'on va avoir. Par exemple de la météo, par exemple du marin qu'on aura questionné et qui sera juste à côté de nous avant de se lancer en mer. Donc les états vont être le temps qu'il va faire en mer. Et les actions ici qu'on va considérer, c'est quel type de transport on va prendre avant de partir. Donc on va avoir plusieurs possibilités de transport pour traverser ce bras de mer. Et on va choisir quel type de transport on va choisir en fonction de nos connaissances de l'état du temps. Donc là, pour simplifier le problème, on va considérer qu'on va pouvoir avoir 4 états possibles. Donc soit une mer d'huile absolument calme, qui va être le premier état. Le deuxième état, ça va être une mer un petit peu plus agitée, dans lequel cas on aura un peu de vent, des vagues un peu grandes, mais pas trop grandes. Et le troisième état, c'est l'état de tempête. Donc là, on va avoir des vagues très très grandes, des vents très très forts. Et à partir de là, on va devoir choisir quel type d'embarcation on va prendre. Donc les actions possibles ici, on va prendre le petit bateau à moteur, de papa ou de maman par exemple, le catamaran ou le bateau à voile, qui va donc être notre deuxième choix. Et le troisième choix, ça va être le ferry, donc un bateau un peu plus grand et un peu plus lent. Donc on va résumer ensuite cet ensemble d'états et cet ensemble d'actions via notre matrice. Donc ici j'ai rappelé les 3 états qu'on peut avoir, là les 3 actions qu'on va pouvoir prendre. Et donc notre matrice va traduire l'intérêt de prendre tel bateau étant donné l'état de la mer. Donc par exemple, si on prend le bateau à moteur et qu'on a une mer calme, le bateau à moteur, a priori, va aller plus vite. Donc on a tout intérêt à le prendre. Il va être plus petit, mais il va aller plus rapidement. Donc on a tout intérêt à le prendre si la mer est calme. Donc là, on va voir que ça va avoir une forte utilité. Par contre, prendre ce petit bateau à moteur, si l'état de la mer est à l'état de tempête, là, on va avoir par contre quelque chose de très négatif parce qu'on a toutes les chances de se retrouver
dans l'eau avec un bateau détruit. Et donc on a tout intérêt à ne pas prendre le bateau à moteur si l'état de la mer est on va plutôt affronter une tempête. Pour le catamaran, si la mer est d'huile et prendre un bateau à voile, ce n'est sans doute pas une bonne idée. On va aller très très lentement, donc là l'utilité est négative. De nouveau, on ne va pas avoir d'accident, mais on sent bien qu'on va aller beaucoup moins vite. Par contre, si on a une mer qui est un peu agitée, avec un vent raisonnable et quelques vagues, là ça va plutôt être marrant de prendre un bateau, plutôt être amusant de prendre un bateau à voile. Ça va aller assez rapidement également. Donc là, on a une utilité qui est assez élevée. Et par contre, voilà, si on a une mer tempétueuse, ça va être beaucoup plus compliqué. On ne sera pas forcément en situation d'accident. Si on avait quelqu'un d'expérimenté, ça pourra aller, mais ça sera quand même beaucoup moins amusant et beaucoup plus éventuellement traumatisant que si on a une mer agitée. Donc on voit par exemple que si on a une mer qui est très très agitée et tempétueuse, on va là, dans ce cas-ci, avoir une forte utilité pour prendre le ferry qui résiste beaucoup mieux à ce type de temps. Si on a une mer agitée, on va peut-être préférer le ferry. Et par contre, si on a une mer calme, le ferry va être un peu plus intéressant que le catamaran, mais beaucoup moins intéressant que le bateau à moteur, parce qu'il va aller raisonnablement vite, mais beaucoup moins vite que notre bateau à moteur. Donc le bateau à moteur est vraiment ce qu'on va préférer dans une mer calme. Donc le problème, c'est une fois qu'on a cette matrice-là, qu'est-ce qu'on choisit comme embarcation dans le fond? Parce que là, on est confronté, on voit bien que selon l'état du monde, certaines embarcations vont être meilleures que d'autres. Donc quels sont les principes qui vont faire qu'on va choisir quelque chose d'autre? Donc les principes mathématiques qu'on va mettre en œuvre pour choisir. Donc la première option qu'on peut faire, c'est se dire je vais essayer de choisir en fonction de mon état d'information une seule action. Et là, on ne sait rien, on sait juste que la mer peut être dans un de ces trois états, mais on n'a pas d'idée de est-ce qu'elle va se trouver dans un état ou dans un autre. Donc là, dans la décision, dans le risque, on va partir d'un état de fait où on sait juste quels états sont possibles. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le maxi-min, c'est-à-dire prendre un choix plutôt pessimiste. Donc ce qu'on va dire, c'est si on est pessimiste, on va faire correspondre à chaque action le pire état. Donc par exemple, si on prend la première action ici, qui est donc, je le rappelle, de prendre un bateau à moteur, le pire état, lorsqu'on prend l'action prendre un bateau à moteur, c'est bien d'avoir la mer qui est tempétueuse. Donc du coup, ce qu'on va reporter ici comme utilité globale de cette action, c'est ce qui correspond au pire état pour cette action. Et donc ici, on va reporter le minimum de l'ensemble de cette ligne, donc moins 10. Si on choisit de prendre le bateau à voile, l'état qui va nous rapporter le moins d'utilité quand on a un bateau à voile, c'est la mer totalement calme, vu qu'on va être parfois incapable de partir. Donc là, ça c'est le pire état pour l'action catamaran, et on va reporter le moins 2 donc, dans cette colonne-là. Donc à chaque fois, on va reporter le minimum. Et pour le ferry, le pire état, c'est de nouveau la mer calme. On va être assez lent, en tout cas beaucoup plus lent que le bateau à moteur. Et donc on va reporter ici la valeur 1. Donc ça, c'est la partie minimum du maxi-min. Et ensuite, une fois qu'on aura pour chaque action pris le pire état et la pire utilité correspondante, on va simplement choisir l'action qui a l'utilité maximum parmi ces utilités minimum. Donc là, si je reprends cette colonne-là, on voit que le maximum entre ces trois valeurs correspond à la valeur 1, et on va donc choisir ici le ferry. En quelque sorte, le ferry correspond à l'attitude la plus prudente. Donc on voit qu'on choisit la meilleure action dans le pire des cas. Donc on est bien pessimiste dans le sens où on pense que si tout se passe mal, qu'est-ce qu'on devrait choisir? Alors on peut bien sûr faire l'inverse. Donc là on passe au maxi-max. Donc là plutôt que pour chaque ligne, plutôt que choisir l'état qui va nous amener à l'utilité la pire, on va choisir l'état qui nous amène à l'utilité la meilleure. Donc là, par exemple, si je prends la première ligne, on voit que pour un choix de bateau à moteur, le meilleur état, c'est la mer calme. Et donc, on va choisir de reporter dans la colonne la valeur 12, qui correspond à l'état du monde, qui est le meilleur pour le bateau à moteur. Donc, de la même manière qu'on l'avait fait pour le maxi-min, ici pour le maxi-max, on va à chaque fois reporter la valeur la plus élevée, que vous voyez ici en rouge. Et donc on va de nouveau se retrouver ici avec une colonne de chiffres qui ne va pas être la même, vu que notre attitude, elle, en tant que décideur, ne va pas être la même. Et on va reporter de nouveau sur la dernière ligne la valeur maximum de cette colonne-là. Donc d'où le nom maxi-max, vu qu'on choisit le maximum de chaque ligne, et ensuite le maximum de cette colonne. Donc ici, ça va correspondre à la valeur 12, et alors qu'on avait pris dans le cas du maxi-min la décision ferry, ici on va prendre la décision bateau à moteur. Pourquoi? Parce que si on pense que tout va aller pour le mieux étant donné l'action qu'on a choisie, et bien ici, c'est avec le bateau à moteur qu'on va avoir le meilleur retour, soit le plus d'amusement, soit le trajet le plus rapide.
Donc là, on va avoir une action qui correspond à une attitude optimiste, dans le sens où on pense que tout va aller bien et on prend la meilleure action dans le cas où tout va bien. Donc on voit que, ici, on voit bien que selon l'attitude qu'on choisit, on va pouvoir choisir une action plutôt qu'une autre. Et que ce choix, il dépend de deux choses, de notre état d'information, donc de quel état du monde sont possibles, et d'autre part de notre attitude. Donc ça va nous amener à choisir qu'une seule action en fonction de cette attitude. Donc là, on a vu le minimax, qui correspond à une attitude pessimiste, le maximax, qui correspond à une attitude optimiste, et il y en a plein d'autres. Donc je ne vais pas en parler ici, mais il y a par exemple un mélange entre le pessimiste et l'optimiste. Quelque chose qui est très connu, c'est la notion de regret de Savage, et qui vont toutes nous amener à choisir donc une seule action. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas prêt à choisir entre être optimiste ou pessimiste? Je pourrais ne pas avoir d'avis préalable sur comment je vois le monde, ou en tout cas ne pas savoir comment mon décideur voit le monde. Et deuxièmement, je peux juste m'intéresser aux actions qui sont potentiellement optimales. Ça veut dire quelles actions je peux écarter comme étant sous-optimales et ensuite éventuellement me concentrer sur celles qui sont potentiellement optimales et raffiner mon choix. Donc ça nous amène à une deuxième vision de la décision sous le risque, où je ne prends en compte que mon information, pas forcément l'attitude de mon décideur, et où je peux éventuellement retenir plusieurs actions comme étant des actions intéressantes. Et ensuite, il appartient à une autre étape de choisir entre ces actions. Donc là, on va se retrouver avec ce qu'on appelle un ordre partiel. Et un de ces premiers ordres partiels, c'est ce qu'on appelle l'ordre par treillis. Alors, où plutôt que de m'intéresser à une seule valeur, je vais pour chaque ligne reporter la valeur la pire, la valeur la meilleure, et m'intéresser à comparer donc ces paires de points, plutôt qu'à comparer un seul point entre eux. Donc, ce qui va m'amener à faire éventuellement des choix d'ordre partiel. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que plutôt pour chaque ligne, je retrouve donc ma matrice d'utilité. Et pour chaque ligne, plutôt que reporter une seule valeur, je vais prendre ma valeur minimum et ma valeur maximum. Donc ici, moins 10 qui correspond pour l'action 1, moins 10 qui correspond à l'état 3, et 12 qui correspond à l'état 1. Pour ma ligne 2, moins 2 qui correspond à l'état 1, et 8 qui correspond à l'état 2. Et donc l'ordre par tri va me dire je vais préférer une action à une autre si si la borne inférieure de la première action de l'action préférée est plus élevée que la borne inférieure de l'action non préférée, et de même pour la borne supérieure. Donc là, par exemple, là, je vous ai mis en fait toutes les préférences que je vais obtenir selon ce critère-là. Et si je prends par exemple les actions A1 et A2, je vois que pour A2, la borne inférieure de A2 est plus élevée que la borne inférieure de A1, mais que cet ordre, il est inverse pour l'autre cas. Donc par exemple, si je regarde les bornes inférieures, je vais préférer A2, mais si je regarde les bornes supérieures, je vais préférer A1, vu que sa borne supérieure est plus grande. Donc du coup, A1 et A2 se retrouvent incomparables au sens de mon critère. Alors maintenant, si je m'intéresse à A2 et A3, je vois que la borne inférieure de A3 est plus grande que la borne inférieure de A2, et que la borne supérieure de A3 est aussi plus grande que la borne supérieure de A2. Donc selon ce critère qui s'appelle l'ordre par treillis, je vois bien que A3 va être meilleur que A2. Donc d'un point de vue graphique, je vais résumer ça en faisant une flèche partant de A3 vers A2 pour simplement exprimer le fait que A3 domine A2. Et ma décision à la fin, ce sera, je vais pouvoir éliminer A2, donc je vais pouvoir simplement éliminer A2 vu que A2 va être dominé par A3. Et je vais choisir comme décision potentiellement optimale A1 et A3 qui seront les deux décisions non dominées. Alors donc là, je vais comparer les bornes paire à paire. J'ai des choses qui sont encore plus restrictives, par exemple, qui sont aussi souvent utilisées, qui s'appellent la dominance par intervalle. Alors là, je vais dire qu'une action est meilleure qu'une autre, simplement si la borne, je vais dire que AK est préféré à L, simplement si la borne inférieure de AK, si la borne supérieure de AK va être plus grande que la borne inférieure de L. Alors là, dans ce cas-ci, en fait, ça ne va jamais arriver, vu qu'à chaque fois, si je regarde A1, par exemple, j'ai donc la borne inférieure de A1 est toujours plus petite que la borne supérieure de toutes les autres actions. Si je regarde A2, la borne inférieure de A2 est toujours plus petite que les bornes supérieures des deux autres actions. Et si je regarde A3, la borne inférieure de A3 est toujours plus petite que la borne supérieure des deux autres actions. Donc du coup, là, je vais me retrouver dans un cas où je ne peux comparer aucune de ces actions entre elles. Donc vous voyez que c'est très conservatif, vu que là, globalement, je ne vais pas pouvoir éliminer
je ne vais pouvoir éliminer aucune de ces actions. Ok, donc ce qui se passe, c'est que là, j'ai travaillé dans le cas, donc vous voyez que j'ai travaillé dans le cas où je ne connaissais rien sur la vraisemblance de mes états, je savais juste quel état était possible et quels états étaient impossibles. Et donc j'ai deux choix dans ces cas-là, c'est soit de retenir qu'une seule action, soit et en rajoutant une attitude de mon décideur, soit de prendre toutes les actions qui sont potentiellement optimales. Et dans ces cas-là, parfois je pourrais recommander une seule action, et parfois je recommanderais plusieurs actions comme étant potentiellement optimales. Donc un autre courant habituel quand on va prendre la décision dans l'incertitude, c'est justement la décision dans l'incertitude, c'est-à-dire plutôt juste que d'énumérer les états qui sont possibles, je vais avoir des probabilités sur ces états. Donc comment ça va se traduire d'avoir une probabilité sur ces états? C'est-à-dire qu'à chaque état, je vais pouvoir associer un nombre qui va être positif et tel que la somme de ces nombres vaut 1. Et à ce moment-là, pour évaluer la valeur d'une action que je vais pouvoir choisir, à partir de cette probabilité que je vais obtenir sur les états, je vais simplement évaluer une action comme sa valeur espérée. Donc sa valeur espérée, ça va juste être la valeur, la somme des utilités de ces actions multipliée à chaque fois par la probabilité de rencontrer cet état-là. Et je vais dire qu'une action est meilleure qu'une autre si l'utilité espérée de cette action est plus grande que l'utilité espérée d'une autre action. Donc je vais me ramener dans un cas où je vais de nouveau comparer des nombres, donc je vais avoir qu'une seule action qui va avoir une utilité espérée maximum. Alors, donc je vais reprendre mon exemple de nouveau où je peux avoir 3 états, sauf que cette fois, mettons que j'ai eu accès à des prédictions météo, où j'ai interrogé quelqu'un qui connaissait bien la mer, qui avait l'habitude de naviguer en mer, et il m'a donné un avis qui m'a permis d'identifier des poids de probabilité sur chacun des états. Donc, toutes mes informations m'ont permis de conclure que une mer tempétueuse était peu vraisemblable, donc j'ai associé la probabilité 1/10, hein, donc c'est ce que veut dire ici la probabilité de x3 égale 0,1. Quelle vraisemblablement, étant donné l'état des nuages, etc., elle va plutôt être agitée, donc il est plutôt probable qu'elle soit agitée une fois que je sois en mer, ce qui veut dire que j'associe une probabilité plus ou moins de 70% à l'état x2, donc à l'état à être agité, mais qu'il reste une chance qu'elle soit calme. Donc, auquel cas, j'associe à ça une probabilité x1 égale 0,2. Donc là, vous voyez bien qu'on a des nombres effectivement positifs et qui somment à 1 pour être dans le cadre de la théorie des probabilités. Alors, donc vous voyez que là, on va traduire tout ça. On retrouve donc notre matrice d'utilité et je vais par exemple m'intéresser à l'utilité espérée de l'action A1. Donc comme je vous l'ai dit, pour calculer l'utilité espérée, on va juste sommer les utilités en les pondérant par la valeur de probabilité. Donc par exemple, pour l'action 1 et l'état 1, j'ai l'utilité 12 avec une probabilité de rencontrer cet état qui est de 0,2. Donc je multiplie mon utilité de 12 par 0,2. Puis je multiplie l'utilité que je rencontre dans le second état qui est de 0 ici par 0,7. Donc j'ai bien 0,2 fois 12 plus 0,7 fois 0, ce qui fait 0 dans ce cas-là. Et la dernière donc de moins 10, mais qui est très très peu vraisemblable, donc que je vais multiplier par 0,1. J'obtiens, donc je fais la sommation ici, hein, assez simplement, et j'obtiens une utilité globale espérée ici de 1,4. Je peux faire ça pour l'ensemble de mes actions. Donc ici, pareil, je multiplie ce vecteur ici par l'ensemble des probabilités des états. Et j'obtiens pour la deuxième action 5,2 et pour la troisième action 4,7 en termes d'utilité espérée. J'ai de nouveau ici à chaque fois un nombre dans ma colonne et je retiens donc l'action qui correspond au maximum d'utilité espérée. Donc ici, ça va être 5,2 et si je regarde, 5,2 correspond à ligne 2. Donc ici, je vais choisir la deuxième action que je n'avais pas pu choisir précédemment quand je m'intéressais à la décision sous le risque et avec le maximin et le minimax. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien que ce qui me rapporte le plus d'utilité et dans l'état du monde pour lequel elle est le plus intéressante, ça va être l'état x2, et que ici, l'état x2 se retrouve être le plus probable. Donc, ça va finir par être l'action que je vais choisir, étant donné mon état d'information et sachant que la mer agitée est effectivement la plus probable. Donc, prendre un voilier est sans doute ce qui sera pour moi le plus amusant et le plus efficace. Donc ça, c'est ce qui se passe
quand on a des probabilités. Alors bien sûr, ces probabilités, elles peuvent venir de plein de voies différentes, hein, donc c'est ce que j'ai dit, elles peuvent venir dans mon cas de la météo, elles peuvent venir de quelqu'un qui est très expérimenté, elles peuvent aussi venir de mon opinion personnelle, hein, je peux regarder ce qui se passe en mer, je peux regarder ce qui s'est passé hier, même si j'ai pas de prévision météo pour aujourd'hui. Donc elles peuvent venir éventuellement de ma propre idée. Bon alors si je suis vraiment, si je crois en l'astrologie, elle pourrait éventuellement venir d'un astrologue, hein, bien sûr, enfin si je crois à tout ce genre de choses. Donc l'idée c'est que tant énumérer les états du monde possibles, comme dans la première partie, c'est assez facile. Tant une fois qu'on veut injecter des probabilités sur chacun des états du monde, ben soit j'ai des probabilités très fiables qui me viennent de modèles très fins, soit donner ces chiffres de probabilité à chaque état. En plus, on me demande des chiffres précis. Ce n'est pas très facile. Donc le problème, c'est que je voudrais peut-être pouvoir me balader entre ces deux états-là. Hein. Donc j'ai deux états. Là, je vous ai présenté deux situations assez extrêmes. Dans la première, j'ai juste les états du monde et je ne sais pas quel est le vrai état. Donc soit je peux partir vers une décision unique en rajoutant la l'attitude du décideur. Soit je peux partir pour des choses plus prudentes, donc avoir plusieurs décisions. Alors le problème, c'est que là, j'ai juste une énumération des états, donc je ne peux pas intégrer d'informations du type tel état est plus vraisemblable ou plus probable qu'un autre. Donc je suis vraiment très, très faible en modélisation de l'information que je dispose. Soit l'autre extrême, c'est de mettre une probabilité unique sur chacun de ces états. Et ça me requiert en tout cas beaucoup d'informations ou de donner des estimations très précises sur chacun des états. Là, l'idée, c'est que si je pars avec l'UTST espéré, je vais pouvoir avoir dans tous les cas une seule action recommandée. Mais de nouveau, ça demande d'avoir beaucoup d'informations. Alors là, je vous ai présenté les deux cadres les plus classiques pour la décision dans l'incertitude. En pratique, on est dans un cas avec l'ignorance totale, dans l'autre cas avec énormément d'informations. On peut se balader entre les deux. Et une solution, c'est d'utiliser par exemple des ensembles de probabilités ou ce qu'on appelle les probabilités imprécises. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Merci.